Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on va se faire un épisode un petit peu spécial, puisque apparemment, d'après ce que je vois dans les tendances, l'heure est aux histoires. Il faut raconter des trucs, les vidéos sur les meurtres de un tel, la famille machin, ont un succès de dingue. Donc, le storytelling est en train de prendre une place importante dans les contenus que les gens consomment. Donc, je vais storyteller, d'accord. Puisque tu le demandes comme ça, je vais le faire. Je vais te raconter des histoires aujourd'hui, voilà. C'est un format un peu différent, hein. Je ne vais pas changer le nom du podcast pour autant, mais je vais te raconter des histoires, des trucs qui me sont arrivés. Bon, je ne vais pas faire le jeu de te raconter 3 histoires vraies, une histoire fausse, mais on va partir sur du 100% réel parce que je trouve ça marrant. Voilà, aujourd'hui, on va peut-être moins parler de business. C'est détendu, voilà, on est cool, tout va bien, c'est génial. Donc, je ne sais pas comment tu as l'habitude de consommer ces podcasts. Il y en a qui me disent, bon, bah, moi je les écoute en mangeant, c'est-à-dire que je vais acheter une nourriture un petit peu spécifique et je la mange en écoutant le podcast. Il y en a qui me disent, ouais, nous on met ça au lit. Il y en a qui disent, nous on met ça en faisant du sport. Bon. En tout cas, installe-toi, puisque normalement on va bien s'amuser. Figure-toi que j'ai pu lister dans ma vie des anecdotes. Voilà, parce que j'aime pas oublier les choses, ça m'énerve, donc je les note. Et là, j'en ai j'en ai plus de 10. Alors, je vais pas faire les 10, voilà, je vais aller comme ça, au gré du vent, du ventilateur. Je vais voir, je vais choisir en fonction de ce que j'ai mangé, de comment je vois les choses. Donc, la première histoire que je vais te raconter, elle s'appelle Vente nom de domaine Jumpbox. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, un nom de domaine, donc c'est un nom de site internet. Si tu veux tout savoir, un nom de site internet, ça ne s'achète pas, ça se loue. Okay, ça se réserve pendant une période donnée. Si par exemple je veux acheter julienetoquet.fr, je ne peux pas vraiment. Je peux louer julienetoquet.fr pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Par contre, je ne peux pas l'acheter définitivement et le verrouiller. Si je ne renouvelle pas, on va dire, cet abonnement, le nom de domaine est remis à disposition sur le marché et quelqu'un d'autre qui n'est pas moi peut l'acheter. Alors, il n'y a pas de message sous-jacent, je ne t'invite pas à aller acheter tous les noms de domaine qui correspondent à ton nom, ton prénom, dans un sens ou dans l'autre, on s'en fout, mais c'est pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. À l'époque, à ce moment-là, c'est un moment de ma vie où je crée vraiment beaucoup de business, c'est-à-dire que j'ai une idée... j'ai toujours beaucoup d'idées, tu vois. Mais maintenant, je me suis réfréné, je me calme parce qu'il faut rester concentré. Mais à cette époque-là, je me dis, plus j'en fais, plus c'est stylé, quoi. Donc, j'en vois de ouf. Toutes les 2 semaines, je balance un nouveau truc, je teste. Tous les mois, il y a une nouvelle idée, j'attaque en permanence. Tout le temps, quelque chose à faire. Tout le temps, un nouveau truc. Et je suis dans une période un petit peu e-commerce, un petit peu produit physique. J'ai fini de vendre mes fameuses cordes, tu sais, les battle ropes, là, les cordes ondulatoires que j'ai vendues pendant tant d'années, et je veux un produit de remplacement. Je reste dans le sport, et je me dis, tiens, je peux essayer de vendre. Alors, peut-être que tu vois ça dans ta salle de sport, ou que tu as peut-être déjà vu ça dans ta salle de CrossFit. Je veux vendre les espèces de boîtes en bois sur lesquelles tu sautes à pieds joints et tu redescends. Ça s'appelle des Jumpbox, pour le coup. Je vais voir donc sur OVH, qui est une entreprise qui permet justement de louer des noms de domaine. Et je vois que jumpbox.fr, c'est dispo. Bon, moi, à l'époque, je suis vraiment dans un game de quand je peux avoir un exact match domain, j'ai gagné la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'un exact match domain? C'est quand ton nom de domaine correspond parfaitement au produit que tu veux vendre. Je vends des mouchoirs, j'ai mouchoir.fr. Je vends des jumpbox, j'ai jumpbox.fr. Je me dis, c'est génial, n'importe quel gars qui va taper jumpbox, de fait, il va tomber sur moi. À l'époque, c'était assez vrai. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai. Il y a d'autres stratégies qui prévalent. Voilà. Tu n'es pas obligé d'avoir Enfin, ça ne constitue plus un avantage aussi significatif qu'à l'époque. Puisqu'il y a un moment, vraiment, c'était hyper puissant comme stratégie. Bon, je prends mon petit jumpbox.fr. Pour ton information perso, louer un nom de domaine pendant 1 an, ça coûte 9,99 €. Je répète, 9,99 € pour 1 an. Pas 9,99 € par mois. C'est vraiment quelque chose de pas cher. Okay, je prends mon petit jumpbox.fr, j'essaye de trouver des fournisseurs, tu vois, j'essaye de répéter l'exploit. J'ai fait 2-3 business avant, ou 3 ou 4 même, et à chaque fois, j'ai réussi, donc, comme je suis en mode physique, vente de produits à ce moment-là, j'ai toujours réussi à trouver les produits, les fournisseurs, créer le site, et puis mettre en vente tout ça. Bon.
je répète l'action. Donc je prends le nom de domaine, je cherche le fournisseur, j'en trouve un. Bon, je me heurte à de nouvelles difficultés, choses que je n'avais pas connues. Parce que une jump box, c'est lourd en fait. C'est un cube de bois. La production, je ne sais pas comment la faire en France. Je suis au courant que ça peut coûter cher, mais personne ne fait ça, personne ne connaît ça à l'époque. Et les seules personnes qui proposent ça, les seuls fournisseurs, ils sont en Chine. Bon, je trouve des fournisseurs chinois. Ils commencent à me parler du prix d'expédition. C'est-à-dire que je trouve un prix produit, dont j'ai oublié le chiffre, super intéressant. Je me dis, waouh, je vais faire une marge de ouf. Je te donne un exemple. Par exemple, la box me coûtait 20 € et j'aurais potentiellement pu la vendre en France 130, 140, 150. Je me dis, waouh, nouvel Eldorado, après les cordes, après le matériel photo, après plein de trucs, ben c'est super. J'ai trouvé mon produit de remplacement, ça va être au top. Comme je viens de te l'indiquer, je me fais éclater par l'annonce du tarif de transport. Figure-toi que faire transporter de la marchandise lourde de Chine jusqu'en France, ça coûte vraiment une tonne. Donc, j'ai à peu près mon prix de vente en prix de transport. Donc ça n'a pas d'intérêt. Tu vois, tu peux acheter une jump box 20 € dans l'espoir de la vendre 160. Si tu payes 160 € de transport, ça va être difficile. Tu finis à la fin avec des prix de ouf et personne n'achète ton matériel. La stratégie que je ne connais pas à l'époque, ou en tout cas que je ne veux pas, si je la connais mais j'ai pas envie de faire ça, c'est de prendre directement un container. Pour moi, ça représente trop de risques. J'ai pas de quoi stocker un container. Je n'habite pas à côté d'un éventuel port. Voilà, je ne peux pas ni faire de groupage, c'est-à-dire me positionner dans un container et prendre une petite place pour faire transporter mes marchandises. D'ailleurs, je ne sais même pas que ça existe à l'époque. Ma vision, c'est prendre un container complet. Non, mais imagine la taille d'un container. C'est comme si tu faisais déplacer une pièce. tu prends une pièce de chez toi, ton salon, tu le remplis de jump box. Ça, tu mets ça dans un cube en métal qui sera le container et il fait Chine jusqu'à chez toi. Qu'est-ce que t'en fous après? Moi, j'ai pas d'entrepôt, c'est énorme. Il faut pouvoir le manipuler. Bref, ça t'amène toute une quantité de problématiques logistiques que je ne sais absolument pas gérer et que j'ai pas du tout envie de gérer. C'est la seule solution pour que ça coûte pas cher. Et autre précision, quand tu te fais livrer un container, c'est pas DHL. T'es pas livré en 24-48 heures. T'es livré en 30 à 45 jours. Faut être patient. Faut être patient. Bon. Je le fais pas. Je fais quand même le site entre-temps. C'est-à-dire que je me concentre beaucoup sur le site et je me dis, bon allez, t'inquiète pas. Reste focus sur le fait de proposer le produit, trouver une solution pour acheminer le produit dans un second temps. Ça va le faire. Tu as toujours réussi. Apparemment, je suis très confiant parce que tu as toujours réussi, mais j'ai fait 3 business avant à l'époque. Bon, très confiant. Je fais le truc. Site très joli d'ailleurs. J'ai même encore des screenshots, il m'en reste. J'ai gardé quelques archives de quasiment tous mes projets. Et je trouve jamais de solution en fait. Je trouve jamais de solution pour avoir ces foutus jump box pour pas cher. C'est trop cher. Trop cher, trop élevé, trop. Je peux rien faire avec ce produit-là. L'idée est top. Le branding que je crée autour du produit est top. Le nom est incroyable. Je trouve même un mec pour m'écrire jump box sur les box là-bas. Donc c'est super. L'usine est capable de le faire. J'ai trouvé l'usine, j'ai tout. Le produit, quelque part, il est prêt. Mais impossible de téléporter le matos en France. Si j'avais eu la téléportation, franchement, ça aurait été top. Je pense que j'aurais fait des centaines de milliers d'euros avec ce produit-là. J'étais en avance. J'avais eu la vision. Ça deviendra connu et super vendu juste après. Parce que, comme j'ai pu te le dire, tu peux innover sur un marché, pas forcément en amenant un nouveau produit. Il y a d'autres manières d'innover et tu peux innover de manière logistique. J'en ai parlé à plusieurs reprises, tu sais. En général, les gens, quand ils veulent créer un business, ils disent « Oui, mais moi, j'attends une idée révolutionnaire. » Tu peux innover effectivement avec une invention révolutionnaire. Tu peux innover en apportant une solution logistique que quelqu'un n'a pas trouvée. C'était mon cas. Je n'ai pas trouvé la solution et le mec qui arrive après moi a trouvé la solution, a trouvé ou avait la solution. Tu peux innover par la manière dont tu vas te délivrer, tu vois. Tu peux modifier un peu le produit. Tu vois, il y a beaucoup de manières d'innover. Innover, ça ne veut pas dire réinventer la roue. Tu peux innover à plusieurs niveaux. Tu peux innover avec un super branding. Bref, il y a plein de manières. Donc, je ne trouve jamais la solution. Et tu vas voir, la vie est bien faite par moments, c'est assez drôle. Un jour, je reçois, je suis un peu déçu par ce projet, mais bon, j'ai déjà appris et je sais très bien que dans mes projets, soit c'est une réussite financière, soit c'est une réussite d'apprentissage. Donc c'est bon pour moi. J'ai appris, je suis devenu encore meilleur dans la création de sites internet, c'est super.
Je suis devenu encore meilleur dans le sourcing de fournisseurs. Je suis devenu meilleur dans l'aspect stratégique des choses. Donc moi, j'ai avancé, je suis content. Je suis dans tous les cas satisfait. Un petit peu déçu, mais satisfait quand même. Bon. Je reçois un mail un jour d'un gars qui me dit... Comme ça, il arrive de nulle part le mail. Imagine, tu ouvres ta boîte, tac, mail. Je ne sais plus comment s'appelle le gars. Il me dit « Bonjour, vous êtes le... Je cherche à parler au propriétaire du nom de domaine jumpbox.fr. » Je réponds « Bonjour, oui, c'est moi. Dites-moi. Est-ce qu'on peut s'appeler ?» Et il m'envoie son numéro. J'appelle le gars, intrigué, tu connais. Toujours, on appelle les gens, on n'a pas peur. Toujours à la recherche de l'opportunité, tu vois, on est connecté, on tente le truc. J'appelle. On s'appelle avec le gars, le mec répond, très gentil, très gentil. Bon enfant, bonne ambiance, et il m'explique son projet. Il dit, voilà, moi je suis photographe. Et ce que je fais, c'est que j'amène dans différents lieux, donc pendant des événements, pendant des mariages, pendant des séminaires, peu importe, une boîte avec un écran. Et face à cette boîte, donc il y a un appareil photo dedans, les gens peuvent sauter et ça les prend en photo pendant qu'ils sautent. Et ça s'appelle Jumpbox. Voilà, c'est un produit que je veux développer, c'est un produit que je veux pousser, c'est un produit que je veux faire connaître. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un site spécifique lié à ce projet-là, c'est Jumpbox, jumpbox.fr, ce serait génial. Je dis ok, et il me dit est-ce que vous le vendez? Pareil, en closing, on ne s'affole pas. Tu vois, je suis pris de court, je ne peux pas annoncer un prix comme ça, dire oui, je vous le vends 20 euros. Non, on patiente, tu temporises. Dis, écoutez, nous aussi on a un projet en cours sur Jumpbox, comme vous avez pu le voir sur le site internet. Je vais voir avec mon équipe, il faut toujours voir avec son équipe, ça donne un petit peu de relief à ton projet, même si tu es tout seul dans ta chambre. Et je reviens vers vous. Le gars me dit ok, c'est une réponse très professionnelle, je prends le temps de désamorcer cette pression de réponse conversationnelle, et je crée de l'espace, comme on dit. Je raccroche, je réfléchis, et je me dis, ouais, combien ça se vend un nom de domaine? Alors, je te l'ai pas dit, mais la propriété d'un nom de domaine peut se transférer. C'est-à-dire que moi, quand j'ai loué jumpbox.fr, si on arrive à trouver un arrangement financier ou pas, je peux aussi décider de te le donner, enfin, de te donner mon contrat de location, on va dire ça comme ça, de te le transférer. Bah, j'ai juste à te donner, à te communiquer un code spécifique que toi, tu vas mettre chez ton loueur de nom de domaine préféré. C'est un nom spécifique, les boîtes qui font ça, mais j'ai oublié, donc peu importe. Là, on va prendre chez OVH. Donc, tu prends le code, tu le mets chez OVH, et tu te transfères la propriété. Tu récupères la propriété du nom de domaine. Ça va assez vite, c'est rapide, quoi. En 7 à 15 jours, c'est réglé. Je réfléchis comme ça au prix. Je réfléchis, je dis, attends. On est sur un marché, il y a une offre, une demande. Tu vois, sur plein de marchés, il y a pléthore d'offres, il y a pléthore de demandes, c'est à peu près équilibré. Sur d'autres marchés, il y a beaucoup de demandes, pas beaucoup d'offres. Dans ce marché-là spécifique, il y a une offre, une demande. Je suis le seul à commercialiser ce produit qui intéresse une seule personne, en tout cas qui s'est manifestée. Peut-être plusieurs, mais là en tout cas j'en connais qu'une. Ce gars a l'air motivé par son projet. Moi, j'ai pas pu gagner d'argent avec mon projet. J'ai une propriété intellectuelle là, qui a l'air de l'intéresser. On va voir. On se voit en vrai. Je lui ai proposé le prix, je te le dis pas, je te le dirai après. On échange rapidement, il me reçoit dans ses bureaux. Et j'ai encore la photo de l'époque où on a fait la transaction. Alors je ne sais pas si au montage je la mettrai. Si tu écoutes le podcast sur Spotify, bon, tu n'auras pas la photo, mais si tu viens sur YouTube, je vais voir si je peux mettre ça au montage, ça peut être très très drôle. Et je lui vends 600 euros. Donc, j'ai officiellement investi 9,99 € TTC et j'ai récupéré pour ce nom de domaine, peut-être 2-3 mois plus tard, 600 euros en cash. Belle opération. C'est la seule et unique fois dans ma vie que j'ai vendu un nom de domaine et je trouve ça marrant. Tu sais, cette espèce d'encouragement de la vie qui dit « Ton projet n'a pas marché financièrement ? T'inquiète pas. Vas-y, continue à entreprendre. Fais des trucs. Tiens, prends une petite récompense. Kiffe un peu. C'est pas beaucoup, hein. T'aurais pu faire plus. Avec les cordes, t'as fait des centaines de milliers. C'est rien, 600 balles. Mais ça fait plaisir à l'ego quand même. Et c'est pour te remercier. Vas-y, vais. Avance. J'aime les petits signes comme ça. Je trouve ça marrant. Je trouve ça vraiment marrant. Prendre une petite gorgée entre ces deux anecdotes.
Ouais, si t'as pas l'image, je me suis servi un petit verre de whisky qui est incroyable. C'est un petit whisky japonais. C'est une citronnade. Allez, on avance. Plus petite anecdote, mais marrante. Un jour, tu sais que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup vendu sur le Bon Coin en début de carrière, il y a très longtemps maintenant. Un jour, je vends un objet et j'ai carrément oublié ce que je vendais. Je crois que c'était un ordinateur. Le gars était trop étrange. Il mettait du temps à répondre. Il était intéressé en même temps, lent de fou à répondre. Trop bizarre. C'est-à-dire que le mec, quand il répondait, était rapide, c'est-à-dire dynamique, mais dans les échanges, très lent. Étrange. Alors, je te donne un petit indicateur. Tu l'as peut-être déjà senti si tu as fait des transactions sur Internet. Échanger à l'écrit avec quelqu'un, au début, c'est le seul visuel que tu as de la personne. Tu n'as pas son nom, tu n'as pas son prénom, tu n'as pas de photo, tu n'as rien. C'est-à-dire que tu vas faire un lien entre la manière dont elle s'exprime, la vitesse à laquelle elle répond, la manière dont elle réagit, et encore, tu n'as pas trop de données. Tu vas faire un lien entre ça et sa personnalité. C'est un peu particulier. Il y a des gens qui ont une personnalité X, mais quand ils écrivent, ils ont une personnalité Y. Tu as peut-être ça dans tes amis. Quelqu'un qui, dans la vraie vie, est très expressif, très cool, joyeux, un bonheur de passer du temps avec. Mais quand il t'écrit par SMS ou sur WhatsApp, comme il ne met pas d'emoji et qu'il met des points à toutes ses phrases, tu as l'impression qu'il est ultra strict. Moi, j'en ai un comme ça. Dans la vie, ça n'a rien à voir, dans la vie, en physique, ça n'a rien à voir avec la communication à distance. Il met des points à toutes ses phrases, tu as l'impression qu'il veut te défoncer. Qui met des points sur WhatsApp ? C'est hyper solennel, tu vois, c'est... J'arrive, point. Franchement, il n'y a que les tueurs en série qui mettent ça. Et fais kiffer, mets des emojis, mets des points d'exclamation, sois un peu joyeux, tu vois. Moi, j'essaie vraiment de faire correspondre. Si on échange sur WhatsApp, tu verras, c'est la même personne. C'est cool, il y a des petits dessins, il y a des emojis, je t'envoie des gifs, c'est cool, tu vois, je t'envoie des photos, je te fais des vocaux, il y a des gens, ils discutent, il n'y a aucune personnalité. Il y a eux, donc ceux qui mettent des points partout, et il y a ceux qui ne comprennent pas comment transposer leur attitude de vie à l'écrit. Ça enlève des mots, ça met des C tout court au lieu de mettre des C, C apostrophe EST, ça met pas de point d'exclamation. Tu peux pas les lire. Ils écrivent tellement comme des gogoles que tu peux pas les lire non plus. Je te renvoie au podcast que j'ai fait sur le, sur le sujet il y a pas longtemps. Ça aussi, c'est chiant, quoi. Je trouve que du coup, ça nuit un peu à la communication parce que tu prends pas de plaisir. Tu peux pas dire, ah ouais, ça va être cool, on va parler avec cette personne et tout, je la kiffe. C'est relou. C'était une parenthèse. On finit par se voir avec le gars. Il me donne rendez-vous dans sa voiture. Donc c'était en bas de chez moi, mais dans sa voiture. Je te cache pas que j'ai activé la localisation WhatsApp direct. J'ai dit, tiens, je te donne la localisation. Bon, je la donne pas au gars, hein. Je la donne à un proche. J'ai dit, tiens, check la localisation WhatsApp. Je l'active. Si tu vois que je démarre en trombe, c'est pas normal parce que je suis pas dans ma voiture. Donc, il va falloir que tu appelles la police, ok ? Appelle la BRI, il faudra intervenir très rapidement, je vais me faire kidnapper, ok ? Si tu vois qu'on se dirige vers Fontainebleau, Bois de Boulogne, tout ça, c'est pas bon. Il est en train de se passer une dinguerie. J'arrive dans la voiture du gars, très cool au demeurant, tout se passe bien, c'est ok. Je lui sors donc l'ordinateur dont je me séparais. Attends, je lui achète ou je lui... Non, c'est l'inverse, c'est lui qui vendait un truc. Je sais plus ce que c'était, mais je crois que c'était un PC. Donc il me sort l'ordinateur, excuse-moi. Moi, je veux le payer en espèces. Ah oui, c'est bon, moi, je veux le payer en espèces. Je prends... Alors, je crois qu'il devait y avoir 1000 euros, il y en a comme ça à 1000 ou 1500. Vraiment une somme ok, quoi. Enfin, ok. Relative de ouf, ce que je viens de dire. Je prends mes 1000 ou mes 1500 euros, je lui donne. Le gars, qui regarde les billets comme ça, il tend la main là, à sa gauche. Donc, il est assis sur le siège conducteur. Hein, à sa gauche, aux États-Unis, c'est sûr qu'il sortait un flingue. Mais non. Il me sort un petit vérificateur de faux billets, un truc miniature. Il le pose sur son genou et il dit, ah, vous m'en voulez pas, hein, je vérifie. Il passe les billets un à un. Il y avait une quantité de billets de 20 euros. Bip, bip, bip. Ça faisait toujours le même bruit. Ce moment, dans la voiture où il passe les billets un à un, tili, tili, tic, tili, tit. Ah, attends, je l'ai mal fait. Tili, tili, 1. Tili, 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 2. C'était long. Mais c'était long. Oh là 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 là, c'était tellement bizarre comme moment. Et c'est marrant parce que à tout moment, tu t'attends à ce que le gars te dise, ah non, celui-là il est faux, on annule la transaction. Tu te dis, mais tout ça pour ça. Ça donne un espèce de sentiment de construction trop bizarre à la conversation, enfin trop bizarre au moment
où à chaque billet supplémentaire, tu t'approches de la victoire, tu vois, tu t'approches de ton achat. Tu as ton achat dans les mains, tu dis, bon, peut-être c'est à moi, peut-être c'est pas à moi. Et tu gagnes des pourcentages, comme une barre de chargement, comme une mise à jour, tu sais. Il met à jour le paiement, le gars, avec les billets. Et il les passe 15 fois. C'était long. Putain, c'était trop long. Pareil, j'ai réussi. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver la vidéo. En tout cas, je ne sais plus si j'ai une photo ou une vidéo, mais j'ai un média sur ça. C'est sûr. Tout pour le contenu. À l'époque, en plus. J'ai le genou du gars avec la machine posée dessus. C'était ouf. C'était ouf. Donc, c'était super long. Tous les billets ont fini par passer puisque je ne possède pas de fausse monnaie. Et c'est tout. je suis reparti avec mon objet, ordinateur ou autre, peu importe, on s'en fout, c'est pas le cœur de l'histoire. Salut à toi et merci d'être là. On marque une petite pause juste pour que je te donne la genèse en fait de Salarié Provisoire. Salarié Provisoire, comme tu peux le voir, c'est un podcast qui est authentique. Je te parle de faits réels, je te parle de ma vie, je te donne des détails techniques, que ce soit sur du perso ou sur du professionnel, pour que tu puisses t'identifier et appliquer les conseils que je donne potentiellement dans les situations que tu mènes dans la vie. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, je t'invite à t'abonner tout simplement ou à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Je te laisse retourner à l'épisode et merci encore à toi. La troisième anecdote que je vais te raconter, on va rester dans le billet parce que c'est marrant. Et je vais d'ailleurs la noter. Hop, parce que j'en ai jamais parlé. Et puis là, je viens de m'en rappeler comme je parle de billets. Pareil, c'est pas très business, mais c'est des moments de vie qui sont marrants. Alors bien sûr, ne t'affole pas, c'est même plus prescription. C'est méga prescription. Alors t'inquiète, j'ai tué personne. Je vais regarder à quel moment ça a ouvert. Ah, je sais pas. Ah ouais, ça fait tellement longtemps que je peux même plus savoir à quel moment l'endroit a ouvert. Peu importe. Il y a peut-être 2000, c'était en 2000 quoi ça? Waouh, au moins 2012. 2012-2013, tu vois, donc ça fait longtemps. Ouais, 2012-2013, très vieux. Il y a une galerie, il y a un centre commercial qui est ouvert, plutôt une galerie commerciale, parce qu'il y a plein de petits magasins, qui a ouvert dans une ville, en Ile-de-France, peu importe, on s'en fout. Et j'ai un ami qui travaillait dans cette galerie-là. Tout va bien, il bossait dans sa petite boutique. Tout se passait bien. Moi, à l'époque, j'avais encore un taf, ouais. Tout se passait bien, j'avais encore un taf. Et ce gars-là, on est encore très potes, m'envoie un message et il me dit « Gars, faut absolument que tu viennes là où je taffe. Et je viens de le détecter. Il y a un distributeur automatique qui déconne. » Je dis « Un distributeur automatique qui déconne, c'est-à-dire ?» Et il me dit « Il y a un distributeur, là, dans la nouvelle galerie commerciale, marchande, où il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de magasins à part le mien. Tout est quasiment en travaux. Il y a un distrib là qui vient d'être installé, qui est mal config. Ce qui fait que quand tu lui demandes des billets de 10, il se trompe. Il est mal setup. Il n'y a pas la bonne cassette dedans, quoi, finalement. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais les billets sont rangés dans des cassettes que tu mets, que les gens qui rechargent les distributeurs mettent à l'arrière. Quand tu mets... le gars s'est trompé, en fait. Et au lieu de mettre une cassette de 10, de billets de 10, il a mis une cassette de billets de 20. Donc, si tu arrives à faire les bons calculs et à lui demander des billets de 10 en retrait, il te donne des billets de 20. Donc tu fais x2. Si t'aimes bien les maths, tu fais x2. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Je dis waouh, incroyable. Dis-moi en plus. Et il me dit moi, là j'ai des plafonds en fait assez bas sur ma carte. Donc ça y est, je suis arrivé au bout du jeu. Et je sais plus quelle somme il avait faite, mais peu importe. Je suis arrivé au bout du jeu et je peux plus. Mais je te donne l'info, parce que je sais que toi, tu as potentiellement une carte un petit peu plus sexy, peut-être une carte gold ou autre. Alors pour le coup, donc j'avais une carte gold à l'époque, ce qui me fait ça s'appelle maintenant une carte premier. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que cette carte, il y a plus de 10 ans, c'était vraiment genre la carte bleue de la hype, tu vois. D'ailleurs, ça s'appelait vraiment gold. C'était genre le truc juste en dessous de la carte black. Alors qu'en vrai de vrai, mais ça veut rien dire avoir une carte gold. Ça voulait rien dire avant, en vrai de vrai, et ça veut encore moins dire quelque chose maintenant. Les plafonds sont modulables. Tu peux avoir une carte bleue, éclatée, classique,
et avoir 5000 euros de plafond, de dépenses. Ça veut rien dire, c'est qu'une carte, c'est un bout de plastique. Ce qui compte, c'est comment c'est top le compte qui est derrière pour le coup. Donc ça me faisait beaucoup rire quand les gens voyaient que j'avais une carte gold, ils disaient waouh, incroyable, t'as une carte gold, c'est éclaté. Ça coûte 12 euros par mois, enfin, c'est vraiment le truc le moins stylé du monde sur le papier. Mais bon, si ça vous fait plaisir de kiffer le fait que j'ai une carte gold, bah ouais. Et j'avais pas des plafonds de retrait de ouf, hein. Genre humain normal quoi, qui taffe. Mais bon bref. Et donc il me dit ça. La carte gold m'a amené ce plan. Donc à l'époque je taffe. Comment j'ai réussi à me barrer? Je crois bien que j'ai pas réussi à me barrer. Pas mal, c'est bon, je me rappelle. J'ai pas réussi à me tirer. Ce que je fais, c'est que j'en parle à ma mère, qui habitait pas loin, et je lui dis, écoute, il faut que tu y ailles. Ce que tu n'as pas comme détail, c'est que nous travaillons, à l'époque, c'était vraiment il y a longtemps, dans la même entreprise avec ma mère. Oh, c'est vraiment vieux. C'était pas la mienne, c'était pas ma boîte, j'étais employé. Et du coup, je lui donne ma carte, et je lui dis, vas-y, et vas-y aussi avec tes cartes, et je lui donne le plan. Alors, j'en ai jamais parlé, mais ma mère, elle aime trop les plans comme ça. Les petits plans un petit peu sneaky, où il y a des trucs un peu border. Oh, elle adore ça. Ah, elle adore. T'es trop forte. Franchement, t'es trop forte. Il faut dans la vie ce petit côté un peu, tu sais, un peu sneaky comme ça, un petit peu vice. C'est trop stylé d'avoir une mère comme ça, parce que du coup, elle désacralise des trucs nuls, tu vois. Tu vois, sur ce genre d'action, ça n'a rien de transcendant, mais c'est marrant, tu vois. C'est une étape un peu cool. Tu sais que tu vas pas gagner 15 000 euros. Tu sais que si ça se sait, la banque se rend compte, bah, tu vas devoir les rendre. Et voilà, mais c'est cool. Tu vis un moment qui est marrant. Il n'y a rien d'exceptionnel. Bref, elle y va, avec les cartes et tout. Et elle retire, elle retire, et elle retire, elle retire, elle retire. Et elle envoie. Sauf que les cassettes de distributeurs sont bien sûr limitées. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui sont venues retirer entre-temps et qui se sont rendues compte que les comptes étaient pas bons. Je me dis, tiens, c'est bizarre. J'ai demandé 50 en billets de 10, donc 10, 10, 10, 10, 10, et j'ai 20, 20, 20, 20, 20. C'est bizarre ça. Pourquoi j'ai 100 euros au lieu de 50? C'est chelou. Je vais réessayer pour voir. Donc les gens ils retestaient, etc. Et la file, donc elle m'a raconté, ça m'a beaucoup fait rire, et mon pote était encore sur place, la file a grandi petit à petit au fil de la journée, parce que les gens s'en sont rendus compte. Ce qui m'a beaucoup fait rire également, c'est que j'ai un collègue, il y allait à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'il a pris un taxi du travail, en étant en plein Paris, pour aller jusque là-bas, pour pouvoir bénéficier du plan. Il est parti instantanément. Il n'y a pas eu d'attente de « je prête ma carte ». Non, non, lui, il y allait en physique et il a retiré lui-même. Improbable. Il y a un deuxième collègue, pareil. Il y allait direct. Il a trouvé une solution pour partir du taf et il est allé retirer. Alors, il faut que j'essaye de réfléchir et de retrouver la somme qu'on a pu gagner avec ça. Et après, je vais t'expliquer les conséquences, mais ça fait partie des moments un peu marrants de la vie. Je crois, de souvenirs, hein, qu'on avait quand même réussi. Alors, c'est marrant parce que tu ne sais pas si c'est un argent qui va être repris, parce que finalement, il y a un problème de configuration, donc à voir. Et c'est je crois que ça m'avait rapporté 2000 euros, quelque chose comme ça. Marrant. Très, très drôle. La question, c'est est-ce qu'il y a eu des conséquences derrière? Est-ce que la banque a pu gueuler? D'après toi? Jamais. Jamais. Ça n'a jamais posé problème, à mon avis. C'est tellement insignifiant. C'est juste une cassette. Il n'y a rien de transcendant. On n'a pas retiré des milliards non plus. Mais il me semble qu'en tout, il y avait 2 cas. Et puis, je pense qu'on était tellement hypé par ce truc con qu'on n'a même pas fait attention et qu'au final, on n'a pas gagné tant que ça, quoi. J'ai pas fait 2000 euros de bénéf, mais il me semble qu'il y avait 2000 euros sur la table. C'était marrant. C'était une époque, il y avait beaucoup... c'est marrant, c'était une époque, il y avait beaucoup d'espèces, il y avait beaucoup de plans un peu chelous comme ça. Mais c'était très drôle. Et pose-toi la question, avant de juger, hein, parce que peut-être que tu juges, est-ce que toi, tu l'aurais fait? Si demain, t'avais un pote qui t'appelait et qui te disait « Ouais, quand tu retires 10, ça donne 20 », est-ce que tu vas retirer à ce distrib volontairement, en boucle, Essaye de te poser la question. Peut-être, peut-être pas. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a quelques années, je suis allé, il y a longtemps maintenant, je suis retourné en arrière dans les relevés de compte. Et effectivement, tu vois qu'il y a un jour, il y a des retraits en rafale. On dirait que je me suis fait voler ma carte. Et c'est un monde où il y a beaucoup moins de fraude bancaire. Là, aujourd'hui, si ça arrivait, ce serait beaucoup plus compliqué parce que les banques sont vachement attentives. Il y a eu tellement de scams. Les banques sont super attentives à ce que tu retires, aux répétitions et aux comportements qui sont jugés comme étranges. Moi, à l'époque, il n'y avait pas de brouteur, il n'y avait pas
Il n'y avait pas de scam bizarre, tu recevais pas des SMS tous les 2 jours qui essayaient de te proposer de reprogrammer une nouvelle livraison de colis parce qu'on t'a raté, alors que c'est pour t'aspirer ta carte, ça n'existait pas. Donc il y avait moins de vérifs, il y a dû avoir une sacrée rafale de fraude d'ailleurs à l'époque. Les gens qui fraudaient, qui fraudaient les autres personnes, ils ont vraiment dû se régaler parce que ça manquait à mort de crédibilité. Vraiment compliqué. Cette quatrième et dernière, je l'ai déjà raconté dans le cadre et dernière on verra, j'ai déjà raconté dans le cadre d'un Reels sur Insta. Elle est un peu glauque, mais elle est marrante quand même. Je reprends un petit peu de whisky. Toujours dans le cadre de mes ventes sur Le Bon Coin, je vendais du matériel photo à cette époque-là, et à cette personne-là, qu'est-ce que j'avais vendu? C'est insignifiant, mais je sais plus si j'avais vendu une épaulière, de la lumière ou une connerie. Peu importe, on va dire que c'est un objet X qui coûte 100 €. Je vais au rendez-vous. Le mec est super gentil, à distance. Très sympa, on a un bon contact. C'est pas non plus le roi du fun à l'écrit, mais c'est cool. Comme toutes mes ventes sur Le Bon Coin, c'est cool. Le mec est détendu. Tiens, c'est sympa. C'est ma Xème vente Le Bon Coin. J'en ai tellement balancé que j'ai l'habitude, quoi. Si tu as suivi un petit peu mon histoire, à l'époque, c'est un classique. Des ventes Le Bon Coin tous les jours, tous les 2 jours, tout le week-end, tout le temps. Je vais au rendez-vous. On discute de photos avec le mec. Très bonne ambiance. Il m'explique un petit peu son parcours. Il explique qu'il va filmer des clips. Il monte son appareil photo. Je vois que le truc a vécu. Cool, tu vois. Quand tu vois un mec avec un appareil photo un peu cher et qui est un peu abîmé, tu sais que ça a vécu, tu vois. Ça a fait du clip, ça a bougé, ça a servi, quoi. Tu sens que l'objet a servi. Puis le mec, il est street un peu. Il est street. Il commence à me faire écouter ce qu'il fait. Il me dit, voilà, moi je m'appelle X et je fais de la funk brésilienne. Bon. Il monte son truc, ses clips et tout, et je trouve que c'est vachement street, mais pas street France. C'est vachement street Brésil quand même, ce qu'il me montre. Et je lui dis, mais tu vas filmer là-bas? Et il me dit, non, mais moi je suis brésilien en fait. Je dis, ah, c'est ça, ton accent et tout, ok, cool, très stylé. Pas d'affinité spécifique avec le business, avec le Brésil, mais vas-y, stylé. Cool, tu vois, Brésil, ok. Pour info, la funk brésilienne, tu sais, c'est les musiques qui font poum, tchac, tchac, tout, tchac, tout, tchac, tchac. Ça, c'est funk brésilienne. Je trouve ça éclaté de ouf. Mais bon, bref. Il kiffe, lui. C'est ce qui compte. Moi, je trouve ça vraiment flingué de ouf. Mais il kiffe. Il monte les trucs et tout. Poum, tchac, tchac, tout, tchac. Il y a des culs et tout, bref. Vraiment, pas mon délire. Le clip, vraiment pas mon délire. Mais, je sais quand même reconnaître la patte artistique, parce que je suis un mec de la vidéo à l'époque. J'aime toujours, hein, tu connais. Donc, je vois le travail. Mais le style, ah ouais, moi, je comprends pas ce truc, ce poum, tchac, tchac, tout, des favelas. Mais bon, bref. Donc, il me fait son truc, il me montre, et tout cool. Clip bien réalisé, ça fait l'effort. Il me dit, voilà, c'est là que je vais mettre ta lumière, parce qu'il manque de lumière et tout. C'était de la lumière que je lui vendais. On fait la transaction, il achète le truc, sort la thune et tout. Il paye. On est face à face. Hein. À l'époque, mon quartier général, c'est un Starbucks qui a, si tu veux, une terrasse un peu à dispo. Donc c'est le Starbucks, si tu connais, de Saint-Lazare à Paris. Et si tu veux, il est juste en dessous des escalators. Donc tu descends des escalators, le Starbucks est à droite, et sous les escalators, un peu caché, il y a la terrasse. Et si tu veux, il y a un espèce de bar extérieur. Donc il n'y a pas de bouteille derrière, mais c'est un peu comme un bar. Il y a des chaises hautes avec un plan de travail haut. Et si tu veux, c'est un peu isolé. Donc ce qui fait que quand tu t'assieds là, personne ne voit ce que tu fais. Il y a pas les gens de Starbucks vont pas dire vas-y casse-toi, t'as pas être là. Comme il y a l'escalator, ils voient pas trop. Donc tu es en mode chaise haute, tu es face à rien. Donc ça veut dire que si tu as des transactions à faire, tu peux mettre la personne à côté de toi, vous faites vos transactions d'argent, de test, personne ne voit. En plus, il y a un petit muret qui vous cache. Donc vraiment, c'est le coin un peu caché de la zone. C'est parfait, tu vois. C'est à la fois public, c'est-à-dire que derrière toi, il y a des gens. T'es pas non plus isolé dans un coin, le mec qui sort un couteau, personne ne voit. T'es vraiment bien. Moi, c'était mon quartier général. Je faisais mes ventes ici. Les gens qui arrivaient en face ne voyaient pas ce qu'on faisait. Les gens qui étaient derrière ne voyaient pas parce qu'il y avait nos corps. J'étais en public, donc s'il y avait quelque chose, j'avais juste à dire et c'était OK. Et en même temps, tu vois, c'était à la fois caché et public. Donc, un timing parfait. Caché, public et gratuit. Nickel. Bref, on fait la trans. Commence à parler. On finit de parler, excuse-moi. On se lève, on marche un petit peu. Et il me dit, ouais... Et ici, c'est un peu chaud, hein. C'est-à-dire? Il me dit, ouais, vers Port de la Chapelle, tout ça, c'est un peu chaud. Hein.
compliqué et tout. De toute façon, ici, s'il y a un mec qui me chauffe, j'ai compris que le mec était chaud dans la conversation. S'il y a un mec qui me chauffe, de toute façon, ici, je le démarre. Il me raconte quelques anecdotes où il s'est battu, etc. Il me dit, mais moi, je suis pas un mec d'ici. Hein. Moi, je suis un mec du Brésil. Il n'y a pas de... Wow. Je sens qu'il monte dans le ghetto style, tu vois. Je sens qu'il va me... La dinguerie, elle arrive. Il me raconte quelques histoires de bagarres. Il me raconte la réalité des favelas. Et il m'explique son monde là-bas, parce qu'il vit dans les favelas, en fait, lui. Et en gros, il me fait comprendre que là-bas, tuer des gens, etc. Enfin, classic shit, quoi. C'est pas un truc de ouf. C'est pas Paris, tu vois. Tuer quelqu'un à Paris, dans le cadre d'un règlement de compte, c'est rare. Quelqu'un qui meurt dans les favelas, c'est moins rare. Excuse-moi, c'est comme ça, tu vois. Ici, on en parle beaucoup aux infos, etc. Là-bas, classic shit, ça tire, la nuit, ça tire. Un classique. Bon, il m'explique tout ça, les échanges de coups de feu, etc. Et de toute façon, attention, c'est la dinguerie. Et de toute façon, ici, moi, s'il y a un mec qui se tape avec moi, je lui laisse un souvenir, je le tue quand même. Moi, je suis là pour la culture un peu. Très curieux, même dans des situations bizarres. Je peux pas lui montrer que j'ai peur et qu'il est en train de me raconter les sacrées dingueries pour le petit homme que je suis à l'époque. Donc je lui dis, c'est-à-dire tu le tues comment, j'ai pas compris le souvenir, tout ça, comment, explique-moi. Il me dit, moi dès que j'arrive ici de toute façon, je vais directement dans un squat et je récupère ça. Et il l'ouvre, tu sais, il a un sac de randonneur un peu. Et sur les sacs de randonneur, là, il y a une petite poche. Une petite poche là, hop, dans laquelle tu mets normalement une lampe torche. Il l'ouvre comme ça, on est dans une galerie marchande, hein. Il y a des gens. Il l'ouvre, il me dit ça. Il me dit c'est du sang, avec des maladies, tout ça, sida, enfin bref. Et vraiment la seringue est sale, alors elle est fermée, hein. Mais là je suis en train de parler avec un mec qui tient une seringue avec du sang à l'intérieur, qui m'explique que dedans il y a des maladies de ouf, et qui est à moins d'un mètre de moi, et que je ne connais pas. Et il range ça là, il dit moi, s'il y a bagarre, tac, bam, je le plante, et il ne m'oubliera jamais. Waouh, what a psychopathe. Et je lui dis, mais toujours pour la culture, sans froid. Je lui dis, mais t'as trouvé ça où? Et il me dit, bah, dès que j'arrive en France, moi je vais dans un squat que je connais, je récupère. Et en gros, il m'explique qu'il parle avec un crackers, avec un crackhead, quoi, un drogué. Non, mais glauque de ouf. Et qu'il échange de l'argent contre un petit peu de sang sale, quoi. Et voilà. Trop bizarre comme moment, trop bizarre. Parfois, je prends un peu de recul avec cette histoire et je me dis, t'es vraiment arraché. Tu parles avec un gars qui a ça et tu t'es pas enfui. Il était à moins d'un mètre de toi. Enfin, vraiment, il débouchait son truc, il faisait ça. Je pouvais pas l'éviter. Il était, quand je te dis contact. C'était... J'étais à sa merci. Mais, comme je suis resté dans un rapport très courtois de « on est là pour la culture, explique-moi », il m'a expliqué son histoire. Et lui, dans sa réalité où on tue des gens, finalement, bon, donner une maladie à quelqu'un pour toute sa vie, finalement, il m'a provoqué. Un peu. Il y a eu bagarre, donc c'est normal. Ça va. Pour lui, dans son monde, ça va. Alors, je mets un peu de perspective, hein, pour que tu comprennes. Remise en perspective. Moi, mon vécu, donc certes, habitant d'une cité pendant très longtemps, et c'est le cas encore à l'époque, fils unique, pas de bagarre à mon actif, on m'a volé dans ma vie un téléphone, pas d'agression spécifique à part ce moment-là, mais il n'y a pas eu de coup. Je suis 60 kilos, j'ai des lunettes rondes, j'ai les cheveux longs, je suis doux, quoi. Je suis doux. Je suis vraiment pas le mec de la cité dangereux, tu vois. Je suis un mec doux, je suis un mec sympa. Je suis le mec sympa du truc, tu vois. On m'emmerde pas, on me met pas dans des délires bizarres non plus, j'en fais pas. Cool. Et là, je rencontre l'extrême opposé, en fait. C'est-à-dire que tu rencontres pas le mec chaud de ta cité, là. Tu rencontres le mec, peut-être middle, hein, un peu moyen plus, des favelas au Brésil. C'est un autre game, en fait. C'est un autre game. Et le choc est assez... Le choc est particulier. Mais je pense qu'il faut rester calme. Et pour la culture, c'est super intéressant. Et tu vois, ça me fait une anecdote marrante à raconter. Et c'est un truc que j'oublierai jamais. Parce que c'était n'importe quoi, c'était lunaire. Du coup, comment finit cet échange? Je lui dis, ok, ah ouais, fort, ah ouais. Je valide ce qu'il me raconte en plus. Lourd, grosse idée, belle idée, waouh, j'aurais jamais pensé. Je dis, ok, le mec relance, tu t'en es déjà servi? Aucune notion du danger, je te cache pas. Je
Je sais plus s'il me dit oui, s'il me dit non. Moi, mon esprit est ailleurs déjà, et est en train de dire qu'est-ce qu'il fait là? Mon esprit regarde la conversation. Il dit qu'est-ce qu'il fait là? Il veut qu'on meure? Pourquoi? Bref, la conversation se termine. Je lui dis au revoir. Je le check. Frérot, bon retour au Brésil. Et puis, éclate-toi bien, quoi. Avec la lumière. Tu vas kiffer, ça va être fou. Il me dit, ah ouais, le clip et tout, prochain, ça va être fou. Il me dit, ah, tu t'abonnes et tout sur YouTube? Je dis, je m'abonne. Tout. Sur Spotify, tout. Donne-moi. Je m'abonne. Je te donne mon compte. Si tu veux, tu t'abonnes à tout, je m'abonne. N'importe quoi. Quel moment de vie. Quel moment de vie. Inoubliable. Inoubliable. Bon, c'est un peu n'importe quoi, ben c'était marrant. C'était un bon moment. Est-ce que je te raconte une autre anecdote sur le côté qui peut être marrante? Je regarde. Ah ouais. Ok, celle-ci elle est pas mal. Enfin, celle-ci elle est pas mal. Je l'aime bien. À ce moment-là de ma vie, et je pense que... En fait, si tu veux, dans ma vie, il y a un moment, il y a un switch. C'est-à-dire que je comprends, en fait, que les gens, de manière globale, parce que je taffe, à l'époque, je suis salarié, donc je suis entouré de gens qui sont plus vieux que moi, tu vois, qui sont adultes. Je sais plus quel âge j'ai, peut-être 22, 23, mais laisse tomber. Je me rends compte, en fait, que les adultes, comme moi, je les perçois, c'est pas que mes parents, qui sont des gens qui essayent d'être efficaces dans la vie, donc à leur hauteur. Je dis pas qu'ils ont des métiers de ouf, mais c'est des gens qui essayent quand même d'être un minimum instruits, qui essayent de se push forward, comme on dit. Ils essayent d'avancer, d'aller quelque part. Et là, quand je suis entouré d'autres adultes, de plus d'adultes, comme ça que j'appelle ça à l'époque, je me rends compte que moi, à mon âge, les gens que je qualifie un peu comme des bouffons, puisqu'il y en a déjà à ton âge, je connais des gens qui servent à rien, eh ben ces gens-là peuvent grandir et rester des bouffons même après 30 ans. Et ça, c'est un choc dans la vie. Quand tu te rends compte qu'en fait, des bouffons de 45 ans, bah, ça existe. Moi, je le sais pas à l'époque. Je t'ai dit, je suis un mec doux. J'arrive, c'est des chocs. Et je me rends compte, j'entends parler les gens, j'analyse les conversations, j'analyse les signaux. Je dis, mais il sert à rien, lui. Comment? Il y a 45 ans. Normalement, tu sais, tu as toujours cette vision un peu d'enfant de t'es enfant, après tu passes adulte. Et quand t'es adulte, starter pack d'adulte. C'est-à-dire que tu fais des belles phrases, tu sais t'exprimer, tu sers à quelque chose, tu lis des livres, t'essayes de créer. Non, c'est pas obligatoire. Donc là, je découvre que le starter pack n'est pas obligatoire et qu'il y a des humains plus vieux qui servent à rien. Bon, je te jure, c'est étonnant. Quand tu le sais pas, ça fait bizarre. Tu respectes, tu vois, c'est un peu le... C'est le high level, tu vois, adulte. C'est le moment où, bam, responsabilité. Non. Donc je me rends compte de ça. Bon. J'avance. Je me suis perdu dans l'anecdote. Attends, bouge pas, je la reprends. Oui, pardon. Donc j'avance. Et petit à petit, je me mets à créer des systèmes, ou en tout cas à avoir une attitude qui est vachement plus tranchante avec ces gens-là. Parce qu'en général, ceux justement qui n'ont pas ce starter pack, eux, dans leur tête, ils croient qu'ils ont le starter pack. Donc ils se disent, je suis adulte, lui, il est plus jeune, donc je vais lui donner des leçons. Bah ouais, comme je suis plus vieux, j'ai plus de vécu. Si j'ai plus de vécu, je connais plus de choses. C'est automatique. Qui dit je suis plus vieux, je connais plus de choses. Si je connais plus de choses, je peux donner des leçons. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte, il y a un mois que non, que tu pouvais être plus vieux et nul. Je l'ai vu sur toi. Il n'y a rien. Ça fait 15 ans que tu fais le même métier. Ça fait 15 ans que tu es là depuis un mois, en fait. Ça fait 15 ans que tu dis, dans 2 mois, je pars. T'as pas de perspective, Enfin, je sais pas, créer des phrases en français, c'est complexe. Je vois que c'est pas de l'humain de haute qualité. Mais je sais pas que ça existe à l'époque, ça. Tu vois, donc je suis choqué, je me rends compte, je me dis, waouh! Ah ouais! Dans la vie, il y a le bas de gamme, il y a le milieu de gamme, il y a le haut de gamme. Là, il y a du bas de gamme de ouf. Ok. Et toi, là, bas de gamme, tu donnes des conseils, toi. Mais pourquoi il parle, lui? Vraiment ce moment de... Tu écoutes les gens parler, ils donnent des conseils aux autres, tu dis pourquoi ils parlent? Et à partir de ce moment-là, tu vas voir pourquoi je t'explique ça, je développe, et avec ça, et avec le business, avec les années, une espèce de maîtrise pour le rien n'est grave. En fait, cette réflexion de il y a des gens qui servent à rien, c'est ok. Ça m'amène aussi petit à petit à est-ce que dans la vie, les choses, elles sont aussi graves qu'on a pu m'apprendre?
On a pu me l'apprendre. Parce que moi, j'étais aussi avec des parents qui ont été assez alarmistes, tu vois. Tout était un petit peu grave. Et donc, je me dis, tiens, si cette connaissance de les adultes, c'est automatiquement des gens bien, c'est pas vrai. Peut-être que dans la vie, tout est grave, c'est pas vrai. Tu remets en question. On t'a dit toute ta vie que 1 plus 1, ça faisait 8, et un jour, tu prends une calculette, ça fait 2. C'est bizarre. Peut-être qu'on m'a appris à manger avec une fourchette, en fait, il faut manger avec les doigts, tu vois. Tu remets en question tout. Et je remets en question cette vision et cette gestion des relations sociales. Je dis, mais est-ce qu'on est obligé d'être poli? Est-ce que je suis obligé de perdre du temps à écouter ces gens-là? Parce que je sais qu'ils servent à rien, ceux que j'ai analysés. Je sais que c'est des bouffons. Pourquoi pas? Est-ce que je suis obligé d'avoir cette déférence automatique de, vas-y, il a 50 ans, donc c'est une bonne personne? Bah non, lui il a 50 ans, c'est un vieux mec en fait. Il fait rien, Alors je connais pas sa vie, hein, j'ai pas le détail, mais rappelle-toi, je suis jeune, donc je suis assez insolent aussi dans ma tête, tu vois. Donc je me pose des questions qui sont très violentes, mais je suis content de me poser à l'époque. Bref. Et ça me permet de développer un deuxième sens qui me montre que dans la vie, il n'y a pas grand-chose de grave. Et j'ai encore toujours ça, et je suis content de l'avoir. Et c'est la vérité. Dans la vie, il n'y a pas grand-chose de grave. La santé, c'est important. Tes proches sont importants. Le reste, c'est OK. Tu dois signer un mec à 10 000 par mois, tu le signes pas, il y en aura d'autres. C'est grave, non? Tu dois faire les courses, tu les fais pas tout de suite, c'est pas grave. Tu regardes un truc à la télé, t'as raté l'heure, c'est pas grave. Rien, il n'y a rien d'important. Tu vois, je peux prendre ma to-do du jour, j'enlève tout si je veux. C'est pas grave. Tu vois, je dois tourner un podcast, c'est en cours. Je dois checker le CRM client, voir si j'ai des relances à faire ou des choses à regarder. Je le fais pas, c'est pas grave. Je dois appeler, j'ai un appel à 14h, je le fais pas, c'est pas grave, je peux le décaler. J'ai un autre appel à 16h30, pas grave, je peux le décaler. Je dois remplir mon tracker d'habitude, je le fais demain si je veux, ça change quoi? J'ai un resto à 20h, j'y vais pas, est-ce que le monde s'arrête si j'y vais pas? Bah non, on pourra en refaire un autre un jour. Je dois faire une action sur LinkedIn, c'est la même chose. Je dois créer missionner le monteur pour faire des reels. Surveiller si un paiement client est arrivé, je pourrais le regarder demain. Faire une réclamation aux impôts sur de la TVA. Rien de grave. Rien de grave. Lancer une prestation pour un client, je peux le faire la semaine prochaine si je veux. Créer un dashboard spécifique pour gérer un certain type de data, plier le linge, tester un nouveau logiciel qui permet de vérifier des mails. Tu vois? Rien de grave en fait. Rien. Quasiment rien. Et ça, quand tu l'as compris, ça te permet de faire un tri dans ta vie. Oh là 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 là. C'est-à-dire qu'au lieu que tu aies des trucs à faire, tu as des priorités. Et je vais te montrer dans ma tête à quel point c'est un truc de ouf, à quel point c'est exacerbé avec le temps. Donc là, on est des années et des années plus tard, hein, plus de 10 ans plus tard. Si toi aussi tu veux voir de quoi je vis, sache que tu as accès directement à ma communauté privée qui s'appelle Le Bureau, tout simplement parce que je t'invite dans mon bureau. Le lien est dans la description et c'est ouvert à tous. N'hésite pas à retrouver ce petit lien là où tu sais, que ça soit sur YouTube ou sur une plateforme d'enregistrement de podcasts classique comme Spotify, Deezer, etc. Un jour, je crois que c'était à mes 30 ans. Je m'achète une Porsche. J'étais content. C'était un truc que je voulais faire. Je me suis toujours dit, si tu continues à réussir, en tout cas à aller là où tu veux aller, à 30 ans, achète-toi cette voiture, fais-toi kiffer. Je m'achète cette Porsche. Kiffant de ouf. Plaisir. Je l'ai. Tout va bien. Je roule avec. Tout est génial. La vie va bien. Je suis sur l'autoroute. Je sais que mes pneus sont un peu slick. Ils sont un peu rincés, tu vois. Je les ai pas encore changés. J'ai le véhicule depuis peut-être au moins 1 an. Ça va. Je sais que je dois changer les pneus. Mais c'est pas non plus un fait de ouf. Okay, je roule sur l'autoroute. Je crois que je suis sur la A86 précisément à l'époque. Je roule. Il pleut un peu. Il pleut quoi. J'arrive sous une espèce de pont. Alors je suis pas dans un tunnel, mais il y a un pont. Et à ma droite, je vois une moto arrêtée sous le pont, justement à cause de la pluie, je pense. Je regarde comme ça la moto, et je sais pas pourquoi, je pars en focus dessus. Vraiment, la moto, elle m'absorbe, quoi. Je sais pas pourquoi il y a une moto là. Et en fait, je fais ça, et devant moi, il y a une Citroën Cactus qui pile de toute son âme. Du coup, je freine, trop fort.
Mes pneus sont un peu lisses, donc haut, plus la voiture lancée, plus les pneus un peu lisses, plus une voiture qui a un moteur qui est derrière moi. Donc ça veut dire que quand tu freines, ça te met quand même un à-coup. Je te rappelle que sur Porsche, les moteurs ne sont pas devant. C'est pour ça que tu peux ouvrir le capot, mettre tes affaires. Le moteur, il est là. Il est vraiment là, le moteur. Donc quand tu freines, pareil, ça t'amène un peu. Tu vois, le poids de la voiture est réparti différemment. Donc je freine, toute la puissance à l'arrière, et je n'arrive pas à m'arrêter avant de rencontrer la voiture qui est, elle, quasiment à l'arrêt. Erreur de conduite. J'ai pas encore beaucoup d'années de permis, c'est pas grave. Et je tape pleine balle. Alors, pleine balle, j'ai réussi quand même à freiner la bagnole, faut pas déconner. Je tape bien dans la Citroën Cactus. Bah Vraiment, le capot, ouf, sale gueule. Hein. Alors, il n'est pas non plus monté jusqu'au ciel, mais il y a un petit cost de réparation à prévoir. Pare-choc, il a pris, le capot... En plus, je sais pas si tu vois sur les Porsche, mais le capot, il est vachement long. C'est-à-dire que si tu mets une onde de choc à l'avant, c'est un accordéon le truc, hein, tu le déglingues. Alors, ne t'attends pas à voir ce que tu vois dans Enquête exclusive, les voitures coupées en deux, on n'en est pas là. Hein. Mais en termes de réparation, on est sur un 4 à 6 000 euros de réparation. J'ai une assurance, je ne les ai pas payés, hein, mais quand même. Donc je tape comme ça. D'ailleurs, je dis sur toute la trajectoire du freinage, putain. Bon, peu importe, ça c'était une parenthèse. Je tape, et à partir du moment où je tape, ça va. J'ai rien. Tout va bien, j'ai tapé nulle part, ni la tête, ni rien. Les airbags ne sont pas sortis, donc c'est OK. Ils auraient pu. Pour ta gouverne, si tu tapes avec une voiture, que les airbags sortent, souvent ton véhicule il est considéré comme RSV. Tu vas voir ce que ça veut dire RSV, mais je te fais la traduction rapide, ça veut dire ça dégage. On ne remet pas les airbags dans le volant, faut les changer, c'est compliqué. En général, si les airbags se déclenchent, c'est que ça a tapé fort, souvent ton véhicule il est mort. Bon, les airbags ne sortent pas, donc c'est super. J'étais en route, pour aller au resto japonais avec un pote. Donc il n'est pas dans la voiture, mais je le rejoins chez lui. J'ai un petit peu de route à faire. Pas très longtemps, 25 minutes, une demi-heure. Je sors de la voiture, donc il pleut, parapluie, très détendu, pas de stress. Hop, je vais vers le cactus, la personne n'est pas sortie. La personne ouvre, je tombe sur une femme, blonde, qui devait avoir 47 ans, tu vois. Je lui parle, je dis bonjour. Imagine, hein, t'as un accident, il n'y a pas de ouais, c'est bonjour. Bonjour, tout va bien? Et elle me dit oui, ça va, moi j'ai quasiment rien senti, mais c'est surtout pour les enfants, etc. Je dis ok, je vais regarder. Vous permettez? Elle me dit oui. J'ouvre la porte. Je dis bonjour les enfants, tout va bien? Il y avait un dans un... Enfin non, ils étaient assis sur le siège, ils avaient 10 ans. Hein. Je dis tout va bien? Au premier, il me dit oui, tout va bien, c'est ok. Je dis t'as mal nulle part? Il me dit non. Parfait. Deuxième, tout va bien? Oui, tout va bien. Ok, je referme la porte, je reviens vers la meuf. Je dis vous voyez, tout va bien. Et vous, ça va? Elle me dit oui, moi ça va, plus de peur que de mal. Je dis parfait. Je dis, comme il pleut, ça vous dérange pas? J'ai une application pour faire le constat directement sur téléphone. On peut faire ça dans ma voiture si vous voulez. Je peux mettre également dans la vôtre. C'est comme vous le souhaitez. Et la meuf, elle bloque. Genre, elle me regarde comme ça. Et je dis, tout va bien? Elle me dit oui, mais... Elle regarde comme ça la voiture. C'est-à-dire qu'elle, elle est à demi comme ça, porte ouverte. Bon, il pleut, je la couvre. Elle regarde comme ça. Elle voit mon pare-choc qui ressemble à une feuille de papier qu'on aurait mise en boule. Et elle me dit, mais votre voiture? Je dis, c'est pas grave. Hein. Je dis, le plus important, quand même, je pense, hein, c'est que les enfants aillent bien et que vous soyez OK aussi. Pareil pour moi. Ça, derrière, c'est du matériel. Dans 3 semaines, c'est réglé. Et la meuf, elle rebloque. Genre, ah, OK. Parce que les gens, en général, qui ont des voitures, des jolies voitures comme ça, ils y tiennent et tout. Je dis, oui, mais en soi, ça reste du matériel. C'est pas important, ça. Peu importe. On fait où le constat? Là. Bref, je sais plus de quel côté on se met. Je chope toutes les infos, application, bam. Je chope son numéro, son mail. L'affaire, elle est réglée en 15-20 minutes. On valide. Je fais valider le petit tracé. Je dis, voilà, donc là, j'ai dessiné. Donc l'autoroute, hop, je vous ai rentré dedans comme ça, j'ai mis les flèches, véhicule AB, je vous laisse vérifier. Elle check, elle dit ah ouais c'est parfait. Je dis parfait, écoutez, je sais plus comment elle s'appelle. Je dis bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bon, je vous dis pas merci non plus. Elle dit moi je vous dis merci pour ce moment, cette ambiance. Je dis écoutez, moi je vous le répète, c'est qu'une voiture. Ah, vous avez 2 enfants, c'est 1000 fois plus intéressant, c'est 1000 fois plus important que personne ne soit blessé. Ça, c'est rien, on s'en fout, c'est un capot. Et un pare-choc. On avance. Choqué. Je repars
avec mon petit sourire. Alors, j'ai pas beaucoup de trajet à faire, hein, je suis à 3 mètres derrière. Je repars avec mon petit sourire, petit parapluie. Je rentre dans ma voiture, je la dépasse. Bisous. Je pars. Et je vais au restaurant. Donc j'arrive devant chez mon pote, je gare la voiture devant chez mon pote, je dis ah truc de ouf, j'ai tapé sur l'autoroute, tu vas voir la voiture. Je suis en mode fun moi, il me dit mais non, je dis si, truc de ouf, je dis ouf, rien d'exceptionnel en soi, tu verras. Bref, il voit la voiture, elle a un petit peu plié, waouh. On va au resto. Et on va au resto. Parce qu'on s'en fout, c'est rien. On va au resto, on passe une putain de soirée, je rentre à 23h30 avec ma voiture cabossée, tranquille, tout va bien, il pleut plus. Voilà, je sais même pas si je prends l'autoroute, je crois pas. Je suis rentré par les petites rues, en douceur. Je garde ma voiture, constat, assurance, tu connais, prise en charge par le garage, remboursement, on passe à autre chose. Réglé, pas grave. Quand je vois les gens s'embrouiller dehors parce qu'il y a eu un accident, tu jures, ils me tuent. L'autre fois, j'ai vu un accident comme ça. Les gens qui criaient, il n'y avait rien de grave. Oui, mais t'as pas vu, non, mais c'est toi qui n'as pas vu, non, mais moi, c'est moi, non, c'est toi, non, mais c'est moi, non, Pourquoi vous faites ça? Vous n'êtes pas blessé, il n'y a rien, c'est bon, c'est fait de toute façon. Ça sert à rien de discuter autant du passé. Personne n'a de CTRL-Z avec lui là. CTRL-Z c'est pour faire un retour en arrière dans Windows. Personne n'a de CTRL-Z, on est d'accord, c'est ça, oui. Donc vous n'avez pas la capacité de revenir en arrière non plus, non. D'accord, de quoi on parle du coup? Constat, on avance. Qui est en tort? C'est vous, c'est moi? C'est moi. Parfait, je note. On coche les cases. On passe à autre chose. C'est qu'une voiture, on s'en fout. Et je te dis ça, sur des accidents, claqué, il n'y a rien de visible. Il y a peut-être les pins du pare-choc qui sont cassés derrière, en discrétion. Mais c'est tout, il n'y a rien. On avance. On avance. Les gens, quand ils sont en voiture, ils sont trop chauds. La meuf, je pense qu'elle s'attendait à ce que je la déglingue. Elle s'est dit, ouais, il va me tuer. En plus, la voiture, oh là là, j'ai freiné, il n'a pas vu. Quelle erreur. J'ai déconné, j'aurais pas dû freiner. En plus, elle s'est excusée, elle m'a dit, ouais, j'aurais pas dû freiner comme ça. Je dis, écoutez, ça a freiné devant vous. Dans le cadre du code de la route, c'est moi qui suis censé contrôler l'avant de mon véhicule, c'est pas à la personne de devant de ne pas freiner. Là, pour le coup, il y a des gens où vous freinez, un peu fort, pas un peu fort, je vois pas devant vous, mais je sais qu'il y a des véhicules. C'est la vie, c'est à moi de regarder devant moi, j'ai été déconcentré, je touche, je paye, entre guillemets. Rien d'exceptionnel. Ceci sera donc ma dernière anecdote, et je peux finir sur ça en disant que finalement rien n'est bien grave. La santé est très importante. Et discute avec des gens qui ont eu des problèmes de santé, discute avec des gens qui ont des problèmes de santé, et tu verras à quel point c'est le truc le plus important. Discute avec des gens qui vont mourir. Hardcore à dire comme phrase ça. Discute avec ce genre de personnes-là. Discute avec des gens qui sont en phase terminale. Tu verras ce qui est important dans la vie. Dis-leur, tu peux citer tous les objets. Ouais, un jour j'ai perdu 5000 euros. C'est important? On s'en bat les couilles. Ouais, un jour j'ai tapé ma voiture. On s'en bat les couilles. Un jour j'ai perdu mes clés. C'est tous ces sujets sur lesquels les gens s'énervent. On s'en fout de ça. Vous êtes en bonne santé, les gars. Vous êtes en bonne santé. C'est ça le plus important. Tout le reste, on s'en bat les couilles. Donc, discute avec ces gens-là. Essaye de partager l'énergie qu'ils ont. Et tu verras le kiff. Et le kiff de les voir sortir de ça. De passer de je suis en danger de mort à ça va. Et souvent, les gens qui ont eu un choc comme ça, ils sont dans mon mindset après de on s'en bat les couilles. Et je suis fier de ouf de pouvoir être dans cet état d'esprit sans avoir vécu ce genre de truc. Tu vois, d'avoir compris le délire sans avoir été obligé d'avoir un cancer de ouf, tu vois. J'ai directement ce mindset-là. C'est pour ça que dans ma vie, rien n'est grave. Il y a des choses importantes, certes, mais rien n'est grave. Rien. Sur ce, je te souhaite, comme d'hab, bonne journée, bonne soirée. Je te rappelle quelques petites choses. Tu as dans la description la possibilité de me poser une question ou de m'indiquer le sujet potentiellement du prochain podcast. N'hésite pas à me le dire, ça me fera plaisir. Et la deuxième option que tu as, après il y en aura une troisième, c'est de rejoindre donc le bureau, ma communauté privée dans laquelle je te montre comment je bosse. Et la troisième option, et nouvelle option, je suis très très content de pouvoir t'en parler, c'est bien sûr de t'inscrire sur la liste d'attente pour le prochain bootcamp. Donc c'est un événement focus business, quel que soit ton niveau. On se rassemble, pour l'instant en tout cas, c'est sur ce format-là, pendant une journée, dans une pièce. Je te fais une conférence sur le business, je te donne des études de cas, des anecdotes,
des stratégies pour faire évoluer ton petit projet ou ton moyen projet ou ton grand projet. Et je te dis à plus tard.